Avertissement. Cette émission Peut contenir des infos. Bienvenue dans votre émission que je qualifierais de mini-wheats. Mini-wheat. Tu connais les mini-wheats? Ben, j'adore les mini-wheat. C'est vrai? Oui. Ceux avec un petit côté givré. Oui, ben, les petites bottes de foin, là. C'est en plein ça. Oui. Parce qu'il y a un côté sérieux dans l'émission cette semaine. Oui. Avec notre premier invité tantôt. Effectivement, oui, parce qu'on va parler d'immersion avec Chantal Bourbonnais, directrice générale de l'Association canadienne des professeurs d'immersion. Il en manque. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. Un gros manque de professeurs d'immersion. Alors, on va parler de ça. Et l'autre côté mini-wheats qu'on va vous montrer ou qu'on va vous faire entendre, Oui. c'est le petit côté givré. Le petit côté givré. Ben voilà. Oui, parce que on va avoir en troisième partie d'émission Éric Leclerc, qui est tada, magicien. Ah oui, un magicien. Oui, un magicien, Parfait, illusionniste, même je te dirais comédien. Oui. Il est vraiment drôle, le monsieur. Animateur télé et Oui. tout ça. Alors on va avoir ça dans la troisième partie de l'émission. C'est comme pour mettre de la magie dans le temps des fêtes. Oui, effectivement. Voilà. Oui. Mon cher, le mot du jour, Oui, le fameux mot du jour, vas-y donc. collège. 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 Pour animer à la radio, vous pouvez aller au collège, à l'université, Oui. vous pouvez aller dans un paquet de maisons d'enseignement, mais au fond, ce qui est important, c'est que vous ayez de l'entre-genre, que vous soyez assoiffé de connaissances générales et Mhm. que vous soyez sympathique comme je le suis, comme François Lay. Comme nous. C'est Oui. ça, exactement. Ben, c'était beau. C'était pas pire. Oh, non, c'était beau. Ok. Simon, il faut clarifier une chose. Oui, clarifions. Comme Clarif- clarifier. Ouais. Oui, c'est ça, parce que c'est notre dernière avant le temps des fêtes. Effectivement, parce qu'on Ben va oui. s'offrir une petite pause Oui. pour Noël et le jour de l'an. Pas qu'on a la langue à terre, mais Non, mais nous, c'est on un petit aimerait, break de temps en temps. on aime dire une pause bien méritée. là. C'est ça. Puis je suis pas très bon sur l'accordéon puis sur le violon. Non, moi non plus, de taper du pied puis jouer de la cuillère. Là, Fait que les rigodons, je serais pas fort pour vous faire une Non. émission spéciale de rigodons. Non, j'ai déjà essayé de jouer de la cuillère, puis je pense que je me suis fait plus mal que d'autres choses. Ben, fait que c'est ça. Fait que aussi même En pas jouant sans- de la cuillère, tu sais. J'ai pris 2 semaines de vacances. les bleus ses cuisses. Oui, donc- Alors, tout aussi même pour vous faire des émissions Oui. spéciales avec des sets carrés et des affaires comme ça. Non, Puis donc, on va vous faire grâce de notre présence pour c'est les ça. 2-3 prochaines semaines ou à peu près. Exactement. On va être de retour dans la semaine du 8 janvier. Ouais, quelque chose dans le genre. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler parce que là, ben bon, le temps des fêtes arrive. Donc, c'est le temps des bowls au football collégial. Ah, les balls comme les Rose Balls puis les Orange Balls. Et le compagnie. Sugar Bowl, le Ok. Gator Bowl. Pas Ben, le ball de chip dans non, le salon. c'est là, ça. pas Mais ça. aujourd'hui, ils ont tout un nom de commanditaire. Là. Ouais. Ah ouais, hein, Ouais. le Doritos Ball, genre. Le Doritos Rose Bowl, là, ça fait comme... OK. Mais non, ça s'en vient. Alors, moi, je me suis dit, je vais partager avec vous, mais là, ça va rester entre nous autres. OK? Il faut que ça reste entre nous autres, là. OK. OK? OK. Parce que c'est une recette personnelle. Je vais vous donner ma recette de nachos pour les événements sportifs. Ah ouais. Ouais, tu peux faire ça au Super Bowl, tu peux faire ça pour une game de hockey. T'es généreux comme une ça. game tu de peux- balle, une game de basket. Oui. Ah, OK. Oh, oui, ah, non, moi, Mais tu sais que c'est quand comme, tu me dis... Tu sais que quand tu me dis des affaires, j'ai de la misère, d'une part, à pas dire ça à ma femme après. Oui, je sais. Et si on dit ça à la radio Ben, et sur le podcast... oui, mais ça reste entre nous autres. OK. Entre nous autres puis nous. Oui, oui. 450 000 auditeurs. C'est, c'est ça, exactement. Donc, ben simple. OK, ça va prendre 2-3 minutes puis je vous donne ça, là. Non, c'est pas comme Simon m'a dit tout à l'heure, vous ouvrez un sac de chips puis vous mettez de la salsa dessus. Non, c'est un petit peu plus que ça. Bon, vous avez un sac de chips de maïs, des nachos. Oui. OK? Ça prend 1 livre de chair de saucisse italienne, cuite. Soit douce, soit forte. Moi, j'aime ça forte, là, mais vous pouvez prendre la douce si vous voulez. Ça pourrait être aussi du bœuf ou de la dinde hachée, mais vous allez devoir, quand la faire cuire, vous allez l'assaisonner d'un mélange d'épices à tacos. Là. Tu
Tu sais, oui, oui. enveloppe jaune. Là. Oui, absolument. C'est ça, pour donner un petit peu de goût, parce que sinon, ça va être fade un peu. C'est ça. Une canne de haricots frits. Tu sais, des refried beans. Oui, là? oui, absolument. Bon, c'est ça, que vous allez chauffer au micro-ondes à peu près 1 minute. Trouvez ça dans la section mexicaine, bien entendu. Une mangue que vous allez couper en petits morceaux. Vous pouvez acheter du congelé aussi, là, tu sais, des mangues congelées. Une mangue? Une mangue. Ouais, attends une minute. OK. Tu vas voir. Non, c'est... OK, c'est tout réfléchi. Ah, c'était tout réfléchi, mon affaire, quand j'ai fait ça. De la ciboulette, Oui. fraîche, si possible. Des tomates coupées en dés, mais vous enlevez la pulpe, OK? Parce que sinon, ça rend les nachos un peu mous, je trouve. Que si vous gardez le jus de l'intérieur, là, ouais. ça rend tout ça mou quand ça cuit. Là, c'est pas... et bien entendu, du fromage râpé. Moi, je prends le mélange mexicain là, avec les petits jalapenos dedans. Là, Ah oui, c'est bon, ça. que ça soit un petit peu plus. Tout ce que vous avez à faire, vous étendez une rangée de chips dans une panne pour aller au four, Oui, une toile à biscuits. une tôle à biscuits. Donc, une rangée, vous allez étendre sur chaque chip un peu d'haricot. Ça sert de colle. Ah, OK, c'est Parce comme, que ça va- comme oui, une pâte, parce que, ouais. ben oui, c'est ça, parce que lorsque vous allez mettre votre saucisse italienne émiettée, ça va coller C'est ça qui va le dans mettre. les haricots. Ah, OK, fait que là, OK. ça sert de colle. Après ça, vous allez mettre les petits morceaux de mangue, les tomates et la ciboulette. Vous pouvez mettre du piment aussi, là, tu sais, un piment jaune, un piment vert. Vous pouvez mettre ça aussi, ça vous tente, là. Parce que vous pouvez agrandir la recette, si vous voulez. Puis on finit par le fromage râpé. Tout ce que vous faites, mettez ça à broil jusqu'à temps que le fromage commence à grôler. À bouillonner un peu, là, puis à griller, moi. Oui, c'est ça, à grôler. OK. OK? Et puis, faut que ça vienne un petit peu brun, là. Et après ça, ben, vous dégustez. C'est pas nécessairement hyper santé, cette affaire-là. Ben, écoute, oui, il y a la mangue, peut-être qu'il va te sauver la face un peu, mais tu mets les une livre de haricots, chair à saucisse, non, puis c'est non, ça. c'est... Les haricots, il n'y a pas de gras non plus, là. C'est bon pour la santé, là, mais je veux dire... À déguster seul Oui, Ou- ou entre amis. en gang. Oui, en gang. Parce que si tu fais une panne au complet ou enfin une tôle à biscuits au complet, Ça sert de... Je vais vous le dire tout de suite, là. Moi, je fais ça quand je regarde le Super Bowl, là. OK. Ou les matchs de football, puis ça fait un repas complet, là. Comme OK. tu manges ça, là, puis t'es plein, là. OK, on essayera ça. Oui. Les nachos, as-tu un nom pour ta recette? La nachos des balls ou je sais pas? Nachos pour événements sportifs. OK, parfait. Et toi, tu nous parles de quoi? Les bagues de paiement sans contact. Hein? Connais-tu ça? Quoi, attends une minute, là. Des bagues de paiement sans contact. Je Tu veux dire que ça fait la même chose que mon téléphone? Ben, pratiquement. T'as entendu parler du paiement sans contact? Oui. OK. Tu sais que c'est une méthode pour régler les achats sans avoir besoin de glisser, par exemple, ta carte à l'intérieur d'un terminal de paiement. Ce qu'on appelle le NFC, hein? Ouais, C'est NFC ou RFID, les champs de proximité, OK. là, comme on dit. Alors, il y a un sondage qui a été réalisé et qui nous apprend que les gens, quand ils commencent à utiliser les bagues de paiement de contact, c'est bien difficile après ça de plus s'en servir. Ben, je peux voir comment j'aimerais ça. Sérieux, Honnêtement, là? Ça, assez que je lisais ça, puis je me disais, puis je commence à m'en bargainer une. C'est vrai, ouais. Alors, on sait que c'est disponible sur les téléphones sans fil, par Oui. exemple. On sait que c'est disponible sur les montres intelligentes. Mhm. On peut payer sans contact. Oui. Et là, ben, il y a une enquête qui a été réalisée par le géant du paiement par carte de crédit Mastercard qui nous apprend que quand les gens commencent à utiliser ça, c'est bien difficile après ça de les convaincre de lâcher ça. Je suis sûr. Tellement que 9 consommateurs européens sur 10, 9 sur 10. 89% plus précisément, on s'entend-tu qu'on est presque à 9 Oui. sur 10, là, qui utilisent une bague de paiement sans contact, on leur a demandé, on leur a dit, c'est quoi ta méthode de paiement préférée? Uh-huh. Est-ce que c'est ta carte de débit? Est-ce que c'est ta montre? Est-ce que c'est... Ils disent non. Non, c'est la bague, hein? Depuis que j'ai ma bague, là, je paye pratiquement tout avec ça. À moins, évidemment, que ça dépasse le montant limite qui est généralement 250 $ chez beaucoup d'institutions financières. Ouais. Mais de façon générale, je m'en vais payer pour l'essence à la Ah ouais, au station de garage. service. Ben oui. Oups, la bague. Je sais, c'est très
casual qu'on dirait comme en anglais, là, c'est ça. Alors, la compagnie Mastercard s'est associée à une banque italienne pour déployer un anneau de paiement NFC sans contact dans ce pays-là, qui va donc permettre aux gens de connecter l'appareil à leur carte de paiement Mastercard de la banque en question. Et pourquoi on choisit de s'en aller vers cette technologie-là, d'après toi? Oui, pourquoi? Ben, d'abord, pour faire des paiements rapides, parce qu'on s'entend que t'es là, t'es à la caisse, t'as plus besoin de fouiller dans ton portefeuille, t'as même pas besoin de fouiller dans ta poche, sortir ton téléphone cellulaire. Donc, 82% des gens disent, ben, moi, écoute, depuis que j'ai ça, je fais juste, je l'ai à l'index ou encore dans le, je sais pas, dans l'annulaire. Fait que c'est sécure, j'imagine? Oui, c'est très sécure. Ben, c'est pas pire que d'avoir, par exemple, ton portefeuille. Ben, tu peux pas le cloner. Ben, les gens disent, moi, je suis à l'avant-garde aussi de la technologie avec ça à 69%, être à la mode dans 31%. Mais les utilisateurs âgés, enfin, 1 sur 3, 32% dit que c'est aussi des raisons de sécurité, évidemment. Oui. Quand tu te promènes avec ton portefeuille dans ta poche en arrière, tu sais jamais s'il n'y a pas quelqu'un qui va t'approcher avec un lecteur de cartes, puis qui va pas réussir à cloner, par exemple, tes cartes dans ton portefeuille. Mais là, avec ta bague, d'une part, il y a beaucoup de gens qui savent même pas ce que c'est, parce que ça a l'air d'un banal objet de mode que tu portes au doigt, d'une part. Et d'autre part, comme tu as toujours les mains un peu partout, c'est un peu difficile d'arriver de t'approcher de quelqu'un de sa main avec ton lecteur de cartes pour d'essayer de cloner son parce que ça prend un certain temps. Là. C'est ça. Alors, la bague en question est livrée au client dans un état, on va dire, inactif. Et il y a un code QR, fameux espèce de code là, carré, qui permet l'activation uniquement par le titulaire de la carte grâce à une authentification qu'on va effectuer sur l'application mobile de la banque. Et après ça, tu peux partir de chez vous sans ton portefeuille, sans ton téléphone, sans rien. Et juste avec ta bague, tu vas pouvoir faire tous tes paiements sans aucun problème. Mais c'est-tu beau? C'est pas une grosse affaire là que t'as sur... Ben, c'est... merci Microsoft. Merci Microsoft, effectivement. Ben, c'est beau, c'est comme mais c'est pas une grosse affaire, là. Ça a pas de l'air, Non, c'est pas trop clinquant. Il y en a qui viennent en noir, il y en a qui viennent brass, il y en a blanc. J'ai tout ça, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas exactement comme un bijou, comme un jonc, par exemple, une alliance, en or, là, ou en argent, là. Mais ça reste quand même que, tu sais, c'est pas laid, là, dans une main. Et puis, la transaction, une fois que vous avez ça, tu sais, tu penses que c'est relié à ton téléphone ou quoi que ce soit du genre. Non, c'est pareil comme ta carte, là, à toute fin utile. Ça devient comme la transposition physique, on va dire, de ta carte de crédit que tu sortirais pour payer. Tout ce que tu fais, c'est que tu approches ton doigt du terminal de paiement, puis ça fonctionne tout simplement, là. C'est l'authentification. C'est une carte de crédit. C'est une carte de crédit à toute fin utile. Okay. Donc, le terminal va vérifier avec ta banque, y a-tu de l'argent? Il y a de l'argent, oui, ça fonctionne. Il y a le gars, il a demandé de payer sa facture d'épicerie. Alors, la transaction est certifiée. Alors, dans ce cas-ci, ça a été développé par un fournisseur suédois de technologie qui s'appelle Tapster. C'est lancé depuis le mois d'août 2021. Mais il y a d'autres marques également qui commencent à commercialiser ça. McLear, Everring, Token, il y en a d'autres. Moi, je magasine la mienne actuellement. Je regarde. J'espère éventuellement pouvoir m'en acheter une. Mais l'affaire, c'est qu'encore faut-il que ta banque ou ton émetteur de carte bancaire prenne cette bague-là en conséquence ou comment je dirais ça, fasse l'authentification justement de l'objet en question. Tu sais, on aime de moins en moins avoir des choses sur nous. Ouais, voilà. Tu sais, transporter des affaires. Je paye beaucoup avec mon téléphone cellulaire. Ouais, toi, tu l'utilises énormément. Toi. Énormément. Ouais. Si j'étais capable de le faire avec une bague. Ben, c'est encore bien mieux, là. Bien plus satisfait. Oui. C'est le temps de faire une pause. Oui, on va s'arrêter. Et de revenir dans un instant avec... on va recevoir Madame Chantal Bourbonnais. Restez en contact avec Le Contenir des Infos. Écrivez-nous par courriel. pcdi@radio-rfa.com. Le Contenir des Infos. On a lu et on a entendu parler récemment dans l'actualité de pénurie d'enseignants. C'est un sujet d'ailleurs sur lequel on s'était penché, nous autres, à l'émission. En mars dernier, si ma mémoire est correcte, on avait parlé de ça avec l'Association canadienne d'éducation de langue française, qui avait consacré un numéro complet, imaginez-vous, de son magazine, pour parler justement de la pénurie, des enseignants et des enseignantes. Ce qu'on se rend compte en ce moment, c'est que le problème est devenu préoccupant et pas mal à part de ça, parce qu'on est rendu à embaucher des profs qui parlent à peine français, ou même pas du tout dans certains cas, pour
enseigner dans les classes d'immersion. Ouais, c'est le cas, entre autres, en Ontario, Oui. où le manque d'enseignants francophones est si criant qu'il y a des écoles d'immersion française de l'Ontario qui sont obligées d'embaucher des professeurs anglophones. Et est-ce que la situation est la même ailleurs au pays? C'est ce qu'on s'est demandé. Comment remédier à la situation également? On a décidé d'en parler avec Madame Chantal Bourbonnet, elle est directrice générale de l'Association canadienne des professeurs d'immersion. Elle est avec nous au bout du fil. Madame Bourbonnet, bonjour, bienvenue à Peut contenir des infos. Bonjour. Madame Bourbonnet, d'abord, parlez-nous un peu de l'ampleur actuelle de la pénurie de professeurs en immersion francophone au Canada. Est-ce que c'est aussi problématique ailleurs au pays que ce qu'on vit actuellement en Ontario et ce qui défraie la manchette dans les journaux et dans les bulletins à la télévision, par exemple? Oui, ça se passe un peu partout au pays. Je vous dirais même que c'est au niveau international. Puis je vous dirais peut-être même qu'en immersion, c'est encore un peu plus poussé parce qu'avant, on avait accès à des francophones qui n'avaient pas d'emploi chez eux, par exemple au Québec, et qui pouvaient s'exiler ailleurs. Maintenant, comme il y a le plein emploi au niveau de l'enseignement, les gens ne voyagent plus autant. Donc, on se retrouve avec cette problématique-là. Mais je vous ferai peut-être une petite correction, puis c'est que moi, je n'ai jamais entendu qu'un unilingue anglophone enseigne en immersion. Okay. Ça arrive que les gens ne maîtrisent pas bien le français, Ouais. mais quand il y a quelqu'un qui est devant une classe d'immersion, c'est quand même quelqu'un qui a une connaissance de base en français. Et effectivement, c'est pas juste des francophones qui enseignent en immersion, c'est même, je vous dirais qu'on est rendu où on a plus d'enseignants dont le français est une langue seconde. Mais ça veut pas dire que leur français est pas bon. Donc, on a plein de francophiles qui enseignent en immersion qui ont un très bon niveau de français. Donc, il faut juste faire attention quand on dit que c'est des anglophones qui enseignent en immersion. Effectivement, il y en a beaucoup, mais qui maîtrisent quand même très bien la langue. Ça reste des titres. Donc, c'est des titres qui sont un peu accrocheurs pour, on va dire... Oui. C'est ça. OK. Oui. Avec une situation pareille, c'est quoi les dangers qui nous guettent collectivement? Là? Quels sont les impacts que cette pénurie de professeurs-là peut avoir pour nous autres? Ben, moi, je vous dirais, là, je vais peut-être aller gros, mais c'est un peu le bilinguisme qui est en danger parce que les programmes d'immersion, vous savez, c'est pour les anglophones qui veulent apprendre, les parents qui veulent que leurs enfants deviennent bilingues. Alors, le but de l'immersion, c'est pas d'en faire des locuteurs natifs, mais qu'ils deviennent des bilingues fonctionnels. Alors, si on a des programmes d'immersion où on n'a pas des gens qui sont qualifiés devant eux, autant au niveau de la langue que de la pédagogie de la langue seconde, pédagogie immersive, ben c'est le niveau de bilinguisme de la communauté canadienne, de la société canadienne qui va en souffrir. Parce que l'immersion, ça reste une des meilleures façons de devenir bilingue. Madame Bourbonnet, vous êtes à l'Association canadienne des professeurs d'immersion depuis quand même pas mal d'années. Vous devez, enfin, je présume, d'après mes lectures, vous devez avoir vu venir la situation, Comment vous expliquez qu'on en soit rendu là? Et est-ce que c'est possible aussi de se sortir la tête hors de l'eau devant une problématique semblable? Comment on est arrivé là? Il y a plusieurs explications. Bon, il y a les explications là qu'on entend, les départs à la retraite, la profession qui est de moins en moins valorisée, ce qu'on remarque dans les facultés d'éducation. Par exemple, les places sont pas toutes prises. On a de la misère à attirer les jeunes vers la profession d'enseignant. Donc ça, c'est une des problématiques. Mais en immersion, je vous dirais la petite chose qui nous distingue, c'est que c'est la popularité. On est un peu victime de la popularité des programmes d'immersion. On regarde à une augmentation de 5 % par année. Donc, dans les derniers 5 ans, là, c'est 20 % d'augmentation de jeunes qui fréquentent les programmes d'immersion. Wow. Donc, on a de la difficulté à s'adapter à cette hausse-là. Maintenant, pour l'avenir, là, ce qu'on voit, en tout cas dans les études qu'on a fait, il semble qu'on en a jusqu'en 2031 au niveau de la pénurie d'enseignants. Donc, je pense qu'il faut qu'on trouve des façons, premièrement, il va falloir valoriser la profession pour attirer plus de jeunes, trouver de la façon aussi de donner de la formation aux enseignants qui sont non qualifiés. Donc, il y a des gens qui veulent enseigner, mais qui n'ont pas toujours les qualifications.
que ça soit au niveau de la langue. Bon, on va prendre l'exemple de la langue. Quelqu'un qui a quand même une base en français, mais qui est peut-être pas à la hauteur. Alors, comment on prend cette personne-là puis on l'accompagne dans son parcours? Tu sais, au lieu de dire non, tu fais pas la job, c'est peut-être de la prendre par la main puis de l'encadrer puis de lui dire, ben, regarde, on va te donner des cours d'accompagnement linguistique, on va te donner, ou c'est qu'il n'y a pas la pédagogie, on va te donner du coaching au niveau pédagogique. Comment on enseigne en immersion? C'est différent que ce qu'on enseigne tu sais, si on enseigne juste en français, il y a quand même toute une pédagogie derrière ça. Alors, comment on prend les gens qui ont le potentiel, qui sont en poste en ce moment, puis qu'on les accompagne de meilleurs. Est-ce que les gouvernements, autant fédéral que provincial, est-ce qu'ils sont assez allumés sur le problème et est-ce qu'ils font des efforts pour résoudre le problème? Oui, ils sont au courant, c'est certain. Puis je vous dirais que le gouvernement fédéral a mis plusieurs millions de dollars là, vers la pénurie des enseignants, autant en français langue première qu'en français langue seconde. Nous, je sais qu'on rencontre les ministères quelques fois par année et c'est la préoccupation majeure des ministères d'éducation en ce moment, toute la pénurie des enseignants. Alors oui, ils sont au fait. On essaie de trouver, je pense que tout le monde essaie de trouver la façon de faire. Puis de faire des enseignants, ça prend du temps. C'est comme faire des médecins. On peut pas avoir des enseignants du jour au lendemain. Il y a de la formation. Puis peut-être qu'on n'a pas agi assez rapidement pour prévoir cette pénurie-là. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup d'actions qui se fait au niveau du ministère. Il y a des lacunes, c'est certain qu'on regarde au niveau même des données, juste avoir des données, des fois c'est pas évident au niveau des ministères et tout ça. Donc, il y a certainement des choses à améliorer, mais je pense que tout le monde est au fait là, de cette pénurie-là et est concerné. Et Madame Bourbonnel, on a l'air peut-être un peu alarmiste ou fataliste là avec ce ton-là. Enfin, vous nous dites que c'est une situation qui a l'air à se répercuter un peu partout à travers le pays. Mais est-ce que quand même il y a à des endroits des espèces de lueurs d'espoir ou des histoires à succès, disons dans certaines régions ou certaines écoles, par exemple, qui pourraient servir de modèle pour d'autres coins à travers le pays? Parce que vous l'avez dit tantôt, ça va prendre des pistes de solutions. Il va falloir justement élaborer certaines façons de faire pour attirer des gens, valoriser, retenir davantage d'enseignants. Est-ce qu'on est capable de pointer certaines histoires à succès à travers le pays actuellement? Je vais vous donner un exemple. Je sais dans le nord du Manitoba, par exemple, le ministère de l'Éducation a investi de l'argent pour accompagner les enseignants dans le nord du Manitoba. Donc, c'est en leur donnant de l'accompagnement linguistique, du coaching pédagogique. On retrouve maintenant des facultés d'éducation qui ont comme des parcours accélérés pour qu'on n'ait pas à retourner à l'université pendant 2 ans, par exemple. Il y a aussi plein de beaux programmes pour les jeunes enseignants, pour que ces jeunes enseignants-là persévèrent et alors on va les guider, on va les chouchouter, alors ça c'est au niveau de la rétention parce que c'est bien de recruter, mais il faut aussi retenir les enseignants qu'on a embauchés. Il y a nous, un exemple, on a fait tout un projet, on s'est promené en camping van, une caravane, on avait une van à travers le Canada au niveau des universités, des campus universitaires et des écoles secondaires pour convaincre les jeunes de s'inscrire dans les facultés d'éducation pour devenir des enseignants. Alors, il y a plein d'initiatives, plein de petites initiatives là-dessus qui sont en cours puis qui on espère, va donner des résultats bientôt, mais des fois, il faut être un peu patient là-dedans. Espérons que le problème va se régler, là, parce que, je veux dire, on tente de protéger notre langue, on espère la faire grandir, et puis arrive un problème comme ça. Tout à fait d'accord. Puis moi, je me dis toujours, vous savez, j'ai travaillé beaucoup dans la francophonie canadienne avant, puis quand je suis rentrée en immersion, je me suis aperçue que j'appuyais la francophonie, mais sous un autre angle, que les anglophones deviennent bilingues. Donc, moi, je trouve que c'est très important pour justement agrandir l'espace francophone.
Oui. Eh ben, pénurie d'enseignants, une pénurie qui est telle que ça se répercute jusque dans les classes d'immersion. Là, on l'a entendu avec cette entrevue-ci. Espérons qu'on réussira à voir la lumière au bout du tunnel dans un horizon plutôt que tard, parce que, comme Mme Bourbonnel nous le disait, ça risque de même nous causer des problèmes au niveau du bilinguisme, par exemple, à travers le pays, qu'on pousse tellement. Elle est donc directrice générale de l'Association canadienne des professeurs d'immersion. Mme Chantal Bourbonnet était avec nous. Merci, Mme Bourbonnet. Ça me fait plaisir. Avertissement. Cette émission Peut contenir des infos. On est ces jours-ci emporté tout le monde par la magie du temps des fêtes. Absolument. Pour ainsi dire. Alors, pour l'occasion, on s'est dit, l'ami François et moi, qu'on allait faire un cadeau à toute fin utile à nos auditeurs, nos auditrices. Et on s'est dit, c'est peut-être une bonne idée, compte tenu de la magie des fêtes, de parler de magie. C'est lui qu'on reçoit aujourd'hui. Simon, c'est un magicien, illusionniste et comédien parce qu'il est vraiment drôle. Il a parcouru une bonne partie du globe. Ses vidéos ont été visionnées à des millions de reprises sur YouTube et on l'a vu même dans différentes émissions à la télévision et notamment sur le plateau de l'animatrice Ellen DeGeneres. Wow, rien de moins, hein? Oui. Et il anime lui-même à la télévision. Il est aussi détenteur d'un record mondial Guinness. On va parler avec lui de magie, de son art. Il s'agit du franco-ontarien Éric Leclerc, qui est avec nous autres au bout du fil. Bonjour, Éric Leclerc. Wow, quelle intro! Ah, ça fait plaisir. D'abord, première question, moi, qui me vient de même à l'esprit, Éric, avant toute autre chose, comment on t'appelle? Un magicien, un illusionniste, un prestidigitateur? Comment on te présente? Ben écoute, moi j'ai toujours, je veux toujours répliquer avec ces termes-là. Moi, c'est magicien que j'aime bien. OK. Illusionniste, c'est dans notre monde magique. Illusionniste, c'est plus un magicien avec les grosses boîtes, là, avec des assistantes en costume de bain qui dansent sur la scène, qui fait disparaître, qui fait voler dans les airs. Donc, illusionniste, un peu moins, mais ça m'est arrivé dans ma carrière de pas corriger quelqu'un qui m'appelle illusionniste parce que c'est quand même un terme assez puissant. Hein? Ouais, toi, tu verrais ça plus pour un Copperfield, on va dire, ou un truc du genre, là. Exactement, exactement. Ça vient d'où, ça, cette passion pour la magie? Et à quel âge ça s'est manifesté? C'est venu comme sur un coup de baguette magique, je sais pas? D'ailleurs, moi, comme la plupart des magiciens, ça a commencé avec une petite trousse de magie sous l'arbre de Noël un matin. J'avais 9 ans, j'étais dans mes pyjamas de Spider-Man. Et puis, je me rappelle d'avoir j'ai ouvert cette trousse et vraiment, mon monde a changé. Là. Ça vraiment, j'ai été chanceux d'avoir une bonne trousse parce qu'il y a beaucoup de trousses de magie, c'est juste pour faire de l'argent. C'est juste des petits jouets, de la Chine qui sont traduits de l'anglais, de l'allemand, partout. Mais moi, j'avais vraiment une bonne trousse qui me disait, hey, il faut que tu pratiques tes tours. C'est vraiment les vrais règlements de la magie, là, comme ils vont te demander comment tu fais tes tours, faut pas que tu le dises à personne, garde ça en secret, pratique au moins 1 heure par tour. Donc, j'ai vraiment écouté les instructions dans la trousse et ça m'a ouvert un nouveau monde. Éric, comment tes parents ont réagi quand tu leur as dit ton nouveau choix de carrière? Ben écoute, quand tu es jeune, de comme 9 à comme 13 ans, quand je disais je voulais être magicien, c'était super cute. Tout le monde était comme « Ah, c'est excellent, c'est cute, j'aime ça ». Là, en rentrant au secondaire, et là, les conseillers pédagogiques te demandent « Qu'est-ce que tu veux faire après le secondaire ?» Moi, je veux être magicien, puis ils se regardaient avec des yeux bizarres. Ils me disaient « Eric, il faut quelque chose à tomber dessus, on peut pas être magicien ». D'ailleurs, j'ai même convaincu mon animateur culturel, mon conseiller pédagogique de me laisser faire co-op. Nous autres, le co-op, c'est comme des crédits là, dans qu'est-ce que tu veux faire. Là. Je les ai convaincus de me laisser être magicien dans les écoles de la région pour des crédits de secondaire. Donc, j'étais vraiment passionné là, à fond. Mes parents, eux autres m'ont toujours supporté. Ils ont vu que j'aimais ça, ils ont vu que j'étais bon. Je commençais à faire de l'argent. À 12 ans, je faisais des fêtes d'enfants, donc l'argent rentrait. Ma passion s'est jamais vraiment éteinte, mais maintenant, j'ai le meilleur métier au monde. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est comme ça un peu que la carrière professionnelle a débuté aussi jeune que ça, avec des petits contrats ici à gauche et à droite, là? Absolument. Tu commences la plupart des magiciens, quand on commence, c'est avec des fêtes d'enfants, et puis dans des centres d'âge d'or et des petits
des petits shows comme ça. Et vraiment, c'est comme ça a commencé. J'ai vu que j'aimais ça, je faisais de l'argent, j'étais passionné. Le monde était vraiment époustouflé autour de magie. Je me rappelle, la première fois que j'ai fait un tour de magie à mes parents, ma mère était bouche bée, puis elle dit « Comment tu fais? » Puis c'est la première fois que ma mère me demandait une question dont elle n'avait pas la réponse. Tu sais. Puis là, dans ma tête, j'étais comme « Est-ce que je suis plus intelligent que mes parents? » Ça m'a vraiment été me chercher. Là. Puis même aujourd'hui, la réaction des gens, c'est vraiment la raison pourquoi je continue en magie. Là. C'est vraiment un art incroyable et ça fait vraiment parler les gens. Et j'aime autant ça maintenant que j'aimais ça quand j'avais 9 ans. Est-ce que tu lui as dit comment est-ce que tu t'avais fait le truc? Je sais pas, je me rappelle plus. Je pense pas. Okay. Je pense pas parce que les instructions étaient vraiment claires. Ils vont te demander et c'est ta job comme magicien de dire maman, un magicien dit pas ses secrets et part de la salle. Je me rappelle, ma mère m'a avoué il y a quelques années qu'elle allait dans ma chambre. J'ai jamais dit ça avant, mais elle allait dans ma chambre jouer dans mes accessoires de magie pour essayer de figurer comment que les astuces s'étaient complétées. Elle m'a avoué ça récemment là, quand j'allais jouer au football. Elle allait dans ma chambre et elle jouait avec les petits accessoires là, pour voir comment le tout fonctionnait. Ben, c'est intriguant, la magie pour monsieur, madame, tout le monde. Faut la comprendre. C'est effectivement intriguant. Et aussi, comme pour adultes, là, quand, comme adulte, on comprend tout dans notre monde. On sait comment tout fonctionne. Puis si on comprend pas quelque chose, ben il y a toujours le petit téléphone qu'on a avec nous qui peut nous expliquer. Mais la magie, c'est différent. La magie, oui, tu peux aller sur l'Internet, trouver quelques tours, mais des bons tours. Les tours, nous autres, comme magiciens, qu'est-ce qui définit un bon magicien, c'est la sélection des tours qu'on choisit, parce qu'il y en a des 1000 et des 1000. Donc, c'est choisir des tours que c'est pas nécessairement facile à aller trouver sur l'Internet. D'ailleurs, dans les forums de magiciens, il y a beaucoup de personnes qui disent, et beaucoup de magiciens qui demandent comment on fait pour pas que nos spectateurs aient sur leur téléphone pour aller dévoiler nos tours à tout le monde. Et moi, je dis toujours, si ton spectateur, son premier réflexe, c'est d'aller prendre son téléphone et de voir comment tout fonctionne, il y a un problème avec ta présentation. Ouais. Tu prends trop ça comme challenge. Tu les challenges trop. Fait penser comme plus bon qu'eux. Donc, il faut vraiment avoir du plaisir. Et puis mais c'est vrai, comme adulte, on comprend comment tout fonctionne. Donc, quand un adulte intelligent, ou n'importe quel adulte, voit un bon tour de magie devant eux et il reste époustouflé, je sais que j'ai bien fait ma job. C'est quoi ton tour favori? Mon tour favori en ce moment, c'est un tour avec un crayon feutre. Donc, je prends un crayon feutre et je demande à quelqu'un de me nommer un petit dessin et je le dessine sur le paume de ma main. Et là, quand je ferme ma main et je l'ouvre, le dessin est disparu de ma main et est apparu sur leur main que j'ai pas touché. Oh, wow, OK, là, on est rendu loin, là. Est-ce que c'est déjà... Oui. D'ailleurs, Simon, si tu veux pas, vérifie ta paume en ce moment. Y a quelque chose? Non, y a rien. J'ai eu peur. Vous avez peur. Faut que je continue à pratiquer d'abord. Est-ce que c'est déjà arrivé, là, honnêtement, qu'un truc fonctionne pas? Puis si c'est déjà arrivé, comment on deal là, avec les erreurs ou même des imprévus? Même si un truc fonctionne, il y a peut-être quelque chose des fois qui se déroule que ça va pas tout à fait comme tu t'espérais que ça se déroule. Comment on deal avec ça? Ben ça c'est la question la plus populaire que le monde me demande, c'est est-ce que tu as déjà gâché un tour? Et la réponse est sûrement, bien oui, mais la différence entre un professionnel, quelqu'un avec beaucoup d'expérience et quelqu'un qui fait juste commencer, c'est que le professionnel va pas le faire paraître. On va continuer dans notre présentation, on va continuer avec notre tour et personne va être capable de savoir qu'on a gâché quelque chose. Je pense que ça m'est arrivé une fois, il y a à peu près 10 ans, à un restaurant. C'est parce que le tour, c'était la dame prenait une bague de mariage et elle allait la cacher. Elle allait la donner à quelqu'un et là, la personne la tenait sous la table et ma job, c'était de voir, juste avec la réaction des gens, qui tenait la bague. Et il se passait la bague en dessous de la table. Ils n'ont pas vraiment écouté bien aux instructions et j'ai pas été capable de trouver, mais il fallait que je m'en sorte. Donc, j'ai pris la montre de la personne sans qu'elle sache et j'ai fait un semblant que c'était ça le tour. Tout le long, c'était ça le tour et c'était pas le tour de la bague, c'est juste un tour pour distraire. Donc, c'est le parfait exemple, c'est d'être capable de cacher nos erreurs en succès.
OK. C'est fort, ça. Ça prend combien de temps élaborer un nouveau tour? Bonne question. Tout dépend du tour. Moi, j'avais une école de magie ici à Ottawa. Et donc, les tours que je donnais dans les mains des enfants, pour qu'eux autres, il y avait peut-être une couple d'heures à pratiquer avant qu'ils aient à la maison le lundi soir pour vraiment émerveiller leurs parents. C'était ça ma job. Mon but, c'était qu'ils soient à la maison et tout souffler leurs parents pour que leurs parents ils réalisent qu'ils ont bien payé. Leur argent est bien dépensé dans les classes de magie, Éric Leclerc. Moi, ça dépend. Moi, ça peut être des heures, comme ça peut être des semaines, comme ça peut être des années. Tout dépend de la complexité du tour. Tout dépend. Oui, vraiment, là. Et aussi, il faut l'essayer devant un public. Le procès de pratiquer un tour de magie, c'est tu apprends le tour d'un livre ou de vidéo d'un autre magicien, et là, tu pratiques devant le miroir, et là, tu t'écris ton script, qu'est-ce que tu vas dire, et là, c'est d'aller le présenter devant les gens. Donc, tout dépend comment souvent un magicien se présente, peut faire des spectacles et est présent devant des gens, à part des amis. Ça commence avec les amis. Moi, ça commençait déjà avec mon frère quand j'étais jeune. Mon frère, c'était mon premier test, parce que lui, il était pas... il pardonnait pas. Là. S'il voyait quelque chose rentrer dans une poche secrète, là, il me le disait tout de suite. Ensuite, c'était mes parents, puis eux autres, des parents, ils ont vu tellement de tours que les autres, c'est comme s'ils pardonnaient un petit peu l'erreur parce que c'est quand même tes parents. Là. Et puis là, c'était les amis, et puis là, c'était l'autre famille, puis là, c'était à l'école, et puis là, c'était devant un public payant. Donc, tout dépend de... Moi, je dirais en ce moment, ça prend à peu près, je vais dire 20 heures de pratique et 10 présentations devant un public avant vraiment de... je veux pas dire perfectionner, mais de vraiment être capable de mettre un tour dans une rotation là, dans un de mes shows. Okay. Et Éric, je voudrais pas passer sous silence le fait que tu détiens un record mondial Guinness. Puis j'ai dit, je vais pas fouiller pour trouver c'est quoi. Okay. Je vais vivre la magie avec les auditeurs et les auditrices. C'est quoi ce record mondial Guinness-là? En 2020, on a eu une émission sur True TV, une chaîne américaine. Et c'est allé aussi sur Netflix Canada. Ça s'appelait Big Trick Energy. Et Big Trick Energy, c'est moi et mes 3 amis magiciens. On était 4. Chris Ramsey, Alex Boyer et Wes Barker. Et puis, on s'est créé une émission. Et l'émission était tellement attendue pour être vraiment un gros succès que une compagnie de marketing à Los Angeles nous ont dit, hey, ce serait le fun de se faire un record Guinness pour la promotion de l'émission. Donc, ils ont tout installé ça pour nous. Puis le record, c'est la plus longue chaîne de magiciens qui font un tour en ligne. Donc, c'est un tour de cartes. Je pense qu'on avait comme 300 magiciens. Et puis, on se passait la carte de téléphone en téléphone. Donc, c'est quelque chose comme ça. Là. C'est le plus long tour de cartes exécuté par le plus de magiciens en ligne. Wow, c'est fameux, ça. Ouais, malheureusement. Oui, et c'est nous autres qui avons coordonné ça, donc c'est nous autres, le record nous appartient à nous 4. Ah, c'est vraiment cool. Oui, c'est vraiment le fun. Malheureusement, le temps file. Si on veut en apprendre davantage sur toi, suivre tes activités, comment est-ce qu'on peut faire? Ben écoutez, je suis vraiment actif sur les réseaux sociaux. Mon Instagram, c'est Magic for Your Brain avec un 4, Magic for Your Brain. Okay. Mon site web, ericleclerc.com. D'ailleurs, on est en train de refaire en ce moment. Et oui, on va l'écrire en français cette fois. Ça, je l'entends. Ça me surprend. Vous m'avez pas callé out, les boys. À chaque fois que je fais une entrevue en français, c'est comme, en passant, Eric, t'es franco-ontarien, t'es francophone fier, mais il n'y a pas de français sur ton site. Ça me surprend. Merci de pas l'avoir dit. Donc, je me call out moi-même. Mais on est en train de faire un nouveau site en ce moment. Et je suis vraiment actif sur les réseaux sociaux, là. Si vous voulez me trouver, ça va être très facile de me trouver. Mais en toi et moi, Éric, on n'est pas le genre à vouloir coincer nos invités. Surtout pas un magicien. Mais vous y avez pensé, hein? Oui. On dit pas qu'on y a pas pensé, mais on s'est dit, comme c'est un magicien, je veux pas me retrouver avec des problèmes. Ouais. Alors, on va passer ça sous silence. C'était vraiment très agréable. Ça aurait pu durer encore très longtemps. On invite les gens à consulter les réseaux sociaux, le site web d'Éric Leclerc. Et merci beaucoup. Heureux temps des fêtes et bonne continuité dans tes activités professionnelles avec la magie, Éric. Merci beaucoup, les gars. C'est un plaisir de vous parler. Merci. Quiz. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Le quiz. Le quiz. On vous rappelle que c'est notre dernière émission. Avant la pause du temps des fêtes. Absolument. Oui, on sera de retour début janvier. Mon cher ami, c'est le temps du quiz. Le quiz? Oui. T'es-tu prêt?
Je suis prêt. C'est le dernier, là. C'est comme à chaque quiz. C'est le dernier de l'année, pas. là. La plupart du temps, je sais pas de quoi tu vas nous parler ou en fait de quoi tu vas, sur quoi tu vas nous questionner. Ça va être général, mon cher. Bon, Okay. et pour finir ça en beauté, Okay. On va faire ça général. Première question. Combien de temps dure la rotation complète de la Lune autour de la Terre? Je vais donner des choix de réponse. OK. 7 jours, 14 jours, 21 jours, 28 jours. Ben, c'est complet. Il me semble que c'est 28 jours, la Lune. Effectivement, bravo! Lancez les confettis. Comment écrit-on le chiffre 2 en allemand? Je vais essayer de prononcer. Mes amis allemands vont rire de moi, là, mais Zwi, Z-W-E-I, Elf, Neun ou Fünf? Fumf. Probablement. Malheureusement, c'est Zwi. OK. Fünf, c'est 5 OK. et Neun, c'est 9. J'avais l'impression que l'allemand était beaucoup plus proche que ça de l'anglais. Je veux dire, tu sais, c'est l'anglais, c'est une langue germanique. Tu sais, je me disais, mais là, Zwi. S'il n'y a pas de proximité avec les chiffres en anglais, là. Ben, je le prononce probablement pas comme il faut, là. Tu sais, c'est Z-W-E-I. Je pense que ça se prononce oui, mais peut-être pas. OK. Combien d'années séparent la période des dinosaures et celle des humains sur la Terre? 600 000 ans, 6 millions d'années, 60 millions ou 600 millions? Et c'est plus dans l'ordre... T'en souviens-tu? Je pense que ça doit être quelque chose comme ça. 600 millions, ça m'apparaît beaucoup. Ben, en fait, 60 millions. Et tu as raison, mon cher. Ouais, OK. Oui. On estime que les dinosaures ont vécu sur notre planète sur une période qui s'est terminée il y a 66 millions d'années. Les plus vieux fossiles du genre Homo remontent à environ 2,8 millions d'années. Il y a donc un peu plus de 60 millions d'années qui nous séparent des dinosaures. Fait que les pierres à feu, c'est pas vrai, ça? Les pierres à feu, c'est pas vrai. Puis, tu sais, la série de films, là... ouais, je sais ce que tu veux dire, avec des Jurassic Park. Jurassic Park, ouais. Ah non, c'est pas vrai. C'est pas tout à fait vrai, ça. Là, t'es en train de péter ma balloune, par exemple. J'aurais aimé ça que Homo erectus aurait côtoyé des diplodocus, mais okay, c'est correct. Mais, en tout cas. Dans quel pays africain le Kilimandjaro se trouve-t-il? En Tanzanie? OK, en Mozambique. Madagascar ou Zimbabwe? En Tanzanie. Bon, OK, d'accord. 5. Quel pays possède un drapeau qui représente un aigle qui dévore un serpent? Ouais, moi non plus. Oh, OK. J'ai fait le saut, mais après ça, j'ai fait OK, oui, c'est vrai. Les Émirats arabes unis, l'Égypte, le Mexique ou le Portugal? Ah non, c'est pas ce que je pensais. C'est pas ce que je pensais. J'en voyais d'autres choses. Portugal. C'est le Mexique. Ah, c'est le Mexique? Oui, c'est le Mexique, vraiment? mon cher. Okay. 6. En combien de périodes un match de basketball est-il composé? Ben, je sais que tu regardes ça des fois du basket, là. 2, 4, 6 ou 8? Ben, c'est 4. Ben, c'est ça. À l'international, les quarts sont de 10 minutes. Tandis que dans NBA, les Raptors, oui, c'est 12. Ah, OK. Mais à l'international, c'est 10. Ah, ça, je ne savais pas ça, par exemple. Et voilà. Et pourtant, je suis un passionné de basketball. Effectivement. Les derniers matchs que je dois avoir regardés, ça doit être dans le temps que les Grizzlies jouaient encore, genre, à Vancouver. À Vancouver? C'est à peu près ça, là, tu sais, genre. C'est pour dire, là. Ben, des fois, je vais en écouter pendant les séries. Ah. Ouais. Ben, tu sais, si les Raptors sont là, puis que ça donne que je tombe là-dessus, je vais l'écouter. De temps en temps. Mais je suis pas un grand fan de basket. De temps en temps, quand je tombe, tu zappes, là, puis tu vas tomber sur un match sur les chaînes américaines, Mm-hmm. ça m'arrive de temps en temps de regarder. Mais j'accroche pas bien longtemps.
Non, Ben, moi non plus. Mais c'est très personnel. Je Ouais. sais qu'il y a des gens qui doivent triper sur le basketball. Ben oui. Il n'y aurait pas autant de clubs aux États-Unis. là, Exactement. Ben oui. Mais puis- pour moi, c'est comme... Non. Mais c'est un peu comme le baseball. J'ai de la misère. En personne, ça, c'est une autre affaire. Ah, ça jaillit pas, par exemple, le baseball. Tu sais, veux dire, aller comme- voir un match de basket dans un aréna, oui, ça marche avec moi. À TV, j'ai un petit peu plus de difficultés. Ouais, c'est ça, par exemple. C'est comme le baseball. Le baseball, j'ai toujours adoré aller voir un match de balle. T'es assis dehors. Pour là. voir la balle ou pour pouvoir aller manger puis boire une Ben, bière? mange des hot dogs. Là. Ouais, c'est Mange un des peu hot ça. dogs. Ben, c'est le fun, hein, c'est tout va Ben, ensemble. c'est le ça. package, moi. Ben oui, c'est ça, exactement. Puis en plus, tu sais, ici, on est chanceux. À Ottawa, on a une équipe de la Ligue indépendante. C'est ça. Ça coûte pas vraiment cher. Ça coûte aller pas au cher. baseball. T'as une belle soirée, Ben une oui. belle soirée de balle, même les après-midi, Oui. là, durant la saison estivale, là, au stade RCJT. Oui. Raymond Chabot de Grant Thornton. C'est ça. Quel jeune animal peut être une génisse? Alors, je sais, vas-y. Une vache, une truie, une jument ou une ânesse? C'est une vache. Le terme génisse désigne une jeune vache n'ayant pas encore eu de veau. Elle n'a pas encore vêlé. C'est ça, exactement. Tu parles à un gars dont le père est né sur une ferme. Puis Ouais. j'en ai vu un peu, là. Je connais pas tout là, de la ferme, là, mais j'en ai Ben vu un oui. petit peu. OK. Correct. Comment désigne-t-on le système de numération utilisant la base 2? T'es bien mieux de l'avoir, celle-là. Ben, Système métrique, système impérial, le système binaire ou le système hexadécimal? ouais, ça, c'est compliqué, là. C'est compliqué. C'est du binaire. C'est du binaire. Bien sûr. Effectivement, parce que on utilise deux Deux chiffres, chiffres. le 0 et le 1. On l'utilise beaucoup en informatique. Exact. Parce que quand vous regardez un programme, c'est beaucoup de 0 puis de 1. Quelle ville a été sélectionnée pour accueillir les Jeux olympiques 2028? Et... Ouais, moi non plus. Lisbonne, Los Angeles, Amsterdam ou Tokyo? Hey, s'il y a une affaire que j'ai Je l'avais manqué. vraiment, Je l'avais vraiment manqué, pas celle-là, suivi, moi. c'est vraiment les Jeux olympiques de 2028. Je serais presque tenté de dire probablement qu'ils doivent avoir... Ben, là, tu me nommes toutes des villes qui les ont déjà eues ou presque. Oui. Los Angeles les a déjà eues. Oui. Tout ça. J'allais dire une ville qui les a déjà eues pour pas trop dépendre. On va dire Tokyo. Je vais y aller avec ça. Ben, t'étais pas loin. En fait, oui, t'étais pas mal loin. C'est Los Angeles. Ah, OK. Mais il y a déjà eu des Jeux... Géographiquement, t'étais un peu loin. Oui, j'étais un petit peu loin, mais ils ont déjà eu des Jeux Oui, olympiques. absolument. À LA, à Ben oui. Los Angeles. Oui. Fait que... Il y avait eu le boycott. C'est-tu l'année? Oui, c'est l'année du boycott Ah, là, par exemple, des là, Russes. Là, tu vas me chercher. Oui, là. il manquait la Russie. Ça se peut, mais... Lequel de ces fromages? OK, ça tombe en plein dans ta palette. Dans ma palette, Oui. palette de fromage, Lequel de ces fromages se déguste régulièrement à la cuillère? L'emmental, le gorgonzola, le langre, ben, je pense que c'est l'angresse, le maroilles. j'allais dire de cheese whiz, mais c'est pas nécessairement ce que j'appellerais du fromage. C'est pas tout à fait ça, mais... Du cheese whiz, c'est plus du whiz que du cheese. Cheese, oui, c'est ça, oui. Je veux pas être méchant, là. Non. Euh, Ben, c'est une toast, par exemple. je dirais probablement du gorgonzola. Et tu as raison, mon cher ami, parce que il est caractérisé par une exceptionnelle onctuosité. Le gorgonzola à la cuillère, c'est une version du fromage qui est plus douce, onctueuse, mais aussi fondante. Ah, bon. Oui. Et pour ajouter à ça, Oui. OK, vous savez peut-être pas ça de notre ami Simon, mais Simon fait son fromage. Ben, de temps en temps, là. Je fais pas tout le fromage qu'on consomme dans la maison. Parce OK, que mais t'as fait... on a fait du fromage en grains que j'ai pas trouvé très, très salé parce que, honnêtement, la prochaine fois que j'en referai, Oui. je mettrai davantage de sel dedans, là, parce que, tu sais, du fromage qui fait squick, ce qui Oui. est bon, c'est quand, comme, on mange pas du fromage parce que c'est fade. On mange Non, du fromage parce que c'est ça a ça. du goût. Puis j'avais manqué de sel un petit peu, ou en fait, j'ai pas OK. mis suffisamment de sel. On a fait aussi la mozzarella.
des boules de mozzarella fraîche, là, dont on a fait une Pour mettre sur ta pizza. pizza margarita. Effectivement. Voyons, tu tranches ça, tout ça. Et puis, on avait fait aussi du, tu sais, l'aloumi, là, les fromages à griller. Oui. L'aloumi, tu tranches ça, tu mets ça dans un poêlon, Uh-huh. puis tu dégustes ça. Oui. Encore là, j'ai trouvé que j'avais pas encore mis assez de sel. Mais ça, tous les goûts sont dans la nature. Si Oui, vous avez un absolument, régime sans oui. sel, puis vous faites votre fromage à la maison chez vous, ben... Mais tu sais, t'achètes du squeak, là, n'importe quelle fromagerie ou à peu près, c'est assez salé, là. C'est assez salé. T'as besoin d'un verre d'eau avec ça, là. Oui. Après aussi... Ou une liqueur quand- aux fraises. Après aussi, quand vous faites du fromage en grains, ce que vous pouvez faire, Oui. c'est de le mettre dans une saumure. Oui, Tu sais, oui, vous le oui, mettez oui. dans un Oui. bocal saumuré, puis vous le Uh-huh. conservez comme ça au réfrigérateur pendant une couple de jours avant de le déguster. C'est ça. Ça va de soi que le goût sera pas exactement pareil que Non. si vous venez de le sortir. Quoique, tu sais, dans les fromageries, c'est ça qui est bon quand même, Ah. avec le fromage qui fait squick. Ah, C'est quand il vient d'être frais du jour, oui. qui est encore chaud. Avec le lait dans le fond, là. Ben, c'est clair, là. Non. Mais quand on le fait chez C'est soi, bien compliqué. ben, c'est un peu cérémonieux, j'avoue honnêtement, Ah oui? là, Ok. parce qu'il faut que tu sois vraiment à bonne température pour mettre, par exemple, ton acide citrique. Oui, oui, Il faut oui. que tu mets ta pressure, puis il faut que tu passes ça dans le coton en fromage et tout ça. C'est un petit peu cérémonieux, OK. mais quand t'as pris goût, puis tu sais, le bonheur, la satisfaction de faire quelque chose, puis Oui. qu'après ça, tu bouffes ta pizza, puis tu dis « My God, qu'elle goûte bon! Uh-huh. » Elle est pas meilleure que celle que tu aurais achetée d'une pizzeria, on va dire. Mais toi, Mais- ta pizza, là, Pizza margarita! tu fais la pâte, tu fais tout, là. Ah oui, j'ai fait le concassé de tomates et puis tu mets un petit peu de basilic, puis tu essaies de reproduire un peu l'expérience que tu vas vivre si tu vas manger dans une pizzeria en Italie. Uh-huh. Tu n'auras pas la même affaire, évidemment. Fait que Ben oui, non. tu fais la pâte, tu fais ton Oui. concassé de tomates, tu mets ton basilic dessus, ta mozzarella, tu mets ça dans le four. Il y a juste la seule affaire qui me manque, puis je suis peut-être pas assez fortuné, c'est un four à bois. Ah oui. Mais je m'installerai pas un four à bois. Mais tu sais, tu pour- peux acheter des mini-fours à pizza, Oui, là. qui reproduisent un peu le pattern, là, Ouais, avec une genre, pierre dans le avec fond. une là. pierre dans le fond, ouais. On pourrait faire la job peut-être, mais me Ouais. contente du four à la maison chez nous, puis c'est correct. Ben, ça fait quand même la job, là. Alors, ça va conclure notre émission Oui, de cette semaine. déjà. Ben oui. Et Ah. nous allons vous souhaiter un heureux temps des fêtes. Oui, un joyeux temps des fêtes. Amusez-vous bien, On vous souhaite une bonne année, restez en sécurité. remplie de tout ce que vous voulez. Oui. Puis retrouvez-nous là à partir du mois de janvier. Consultez l'horaire de votre station locale pour savoir quand vous écoutez, parce que on Oui. aime bien ça vous retrouver. Absolument, oui. Salut, à la prochaine. Salut.